Alors, j'ai fait un petit maquillage aujourd'hui parce que j'ai vraiment une tête de zombie depuis 2-3 jours. J'espère que ça passe un peu. Je suis vraiment une bille en make-up, donc si vous avez des tips, n'hésitez pas à m'en donner. Genre, je sais pas faire un trait d'eyeliner, mais alors ça, j'ai cru comprendre que c'était un truc assez général. Bonjour à tous, c'est Mimi Laili, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui je voulais vous faire une petite vidéo parce que on est sur une chaîne booktube et je ne vous ai encore jamais fait de recommandations livresques. Et en ce qui me concerne, comme j'adore lire des livres auto-édités et que je dis depuis le début de ma chaîne, il faut soutenir les auteurs, soutenons-les, lisons des livres auto-édités, et que je sais qu'en fait ça peut faire peur quand on se lance dedans parce qu'il y a de tout, il y a des très très bonnes choses et des choses un peu plus moyennes. Et ben voilà, je vais faire un petit guide pratique de ce que moi je connais. Alors je connais évidemment pas tout ce qui se fait en auto-édition parce qu'il en sort des dizaines par jour. Mais voilà, les coups de cœur que moi j'ai eus sont des gens que j'ai rencontrés en convention ou des gens que j'ai rencontrés sur des plateformes d'écrivains. Et alors peut-être que mon avis est biaisé, mais là je vous ai fait un tri de tout ce qui avait été pour moi des coups de cœur ou presque, avec 3 bonus, mais des coups de cœur ou presque. Donc ce sont des choses pour lesquelles je suis vraiment sûre de moi. C'est pas juste parce que j'ai apprécié la personne. D'ailleurs, il y a des choses qui sont dans ma bibliothèque. J'ai apprécié énormément les auteurs et je suis pas trop fan de leurs livres et du coup je vais pas les présenter aujourd'hui parce que ça a pas de sens pour moi. Voilà. Commençons, chers amis, parce qu'il y en a beaucoup et il y en a pour à peu près tous les goûts. On va commencer par ce qui est jeunesse. Donc je vais commencer par des albums jeunesse, carrément. Et là, j'ai un coup de cœur absolu pour une autrice qui s'appelle Daphné Zemouri. Elle a créé sa propre maison d'édition avec son conjoint pour pouvoir éditer leurs propres livres. Donc il y a un peu de triche parce que c'est une maison d'édition, mais vous voyez, c'est vraiment de la maison d'édition auto-éditée. Parce que c'est vraiment leur R&D production, donc pour Ronan de Roubaix et Daphné Zemouri, donc c'est vraiment elle et son conjoint, quoi. En l'occurrence, qu'est-ce que c'est? Ces albums de jeunesse sont ce qu'elle a appelé des dolls. La doll de la lune ici, et ici la doll du pommier qui est donc une espèce de tome 2 si vous voulez. C'est elle qui fait toutes les illustrations, elle est illustratrice. Et c'est un royaume en fait, où vous avez des petites poupées qui régissent le monde. Et le premier tome sur la doll de la lune, il parle de l'acceptation de son rôle en tant que doll de la lune, en tant que poupée qui s'occupe de la lune, et pourquoi pas du soleil, et elle est un peu jalouse, etc. Donc c'est un livre sur l'acceptation de soi, c'est très mignon, c'est très doux, c'est très joliment dessiné, il y a un très beau marque-page. Voilà, son style de dessin est adorable. Et elle, en tant que personne et en tant qu'autrice, c'est une personne adorable également. Regardez-moi cette magnifique dédicace. Enfin voilà, donc coup de cœur pour un album jeunesse. Si vous avez des jeunes, des enfants, c'est vraiment top. J'ai une petite dédicace, je vous montre. Hop, c'est vraiment trop mimes. Elle prend du temps pour les faire. Elle les fait à l'aquarelle, enfin vraiment génial. Donc petit coup de cœur. En deuxième recommandation jeunesse, La fleur de rosée de Meili, j'en ai parlé très récemment. C'est un petit conte que Meili a repris, un peu transformé, elle l'a fait à sa sauce. C'est un petit conte aussi d'acceptation de soi, d'acceptation de la différence, ce genre de choses. Et c'est vraiment très mignon, très doux, très joli. Regardez-moi, la palette de couleurs est très très belle. Un petit coup de cœur aussi jeunesse, album jeunesse. Je dirais... Lui, alors celui-là c'est vraiment orienté pour les jeunes, les enfants. Lui, il y a des niveaux de lecture différents. Ensuite, là c'est un bonus, je ne sais pas parce que je ne l'ai pas lu. Mais tout le paratexte me dit que du bien. Donc, je vous conseille quand même, je l'ai trouvé en brocante, je ne l'ai pas encore lu, il est dans ma pile à lire. Ça s'appelle Castille et c'est écrit par Nicolas Buisson. Et quand je dis le paratexte me dit du bien, c'est regardez-moi la qualité de cette couverture. L'arrière de couverture aussi est très très quali et à l'intérieur c'est du papier de bonne qualité, c'est pas du papier Amazon recyclé dégueu, c'est vraiment du papier comme on en a dans les livres qu'on achète dans le commerce en fait. C'est bien mis en page, c'est aéré, la police d'écriture est très lisible. C'est l'histoire d'une jeune fille qui parle avec sa meilleure amie qui habite en Côte d'Ivoire et qui ont des pouvoirs un peu oniriques, si j'ai bien compris, c'est ça l'histoire, Castille. Donc voilà, petit conseil. Celui-là il va passer bientôt je pense, ça fait un moment que je l'ai dans ma pile à lire et
Et j'ai envie de lire du jeunesse en ce moment, donc je pense qu'il va passer. On sort de la catégorie jeunesse, on reste dans le graphique. Là, je vais partir dans... Alors, comment décrire ça? C'est... On pourrait dire un genre de fantasy, je ne sais pas. Ce sont des copines à moi qui l'ont écrit, mais encore une fois, je ne conseille que ce qui a pour moi été un coup de cœur ou presque. Ça s'appelle L'Euthérium. Là, c'est le prologue, mais le tome 1, la campagne nulle est terminée. Ce sont des copines qui dessinent, qui sont illustratrices toutes les deux. Et alors là, la particularité, elles ont créé leur propre univers avec leurs propres personnages. Et elles sont toutes les deux illustratrices et toutes les deux autrices. Du coup, en fait, une page sur deux, vous avez l'une qui écrit et qui dessine. Et la page d'après, c'est l'autre qui fait la description, la narration et le dessin qui va avec. C'est magnifique. C'est un peu angoissant, mais en même temps un peu doux, cocooning, voilà. Vous voyez comment je le perçois. Et c'est vraiment génial, quoi. Je me suis plongée dans leur univers, mais sans aucun problème. Le travail d'édition est hyper quali. Regardez-moi la couverture, elle a des reliefs. Et il me semble que dans les paliers Ulule a été débloquée la couverture en relié pour le tome 1. Là, elle est toute floppy, celle du prologue. Mais voilà, donc c'est un conseil graphique pour un peu de l'horreur cocon dans un monde inventé de... Ouais, je sais pas si on peut vraiment dire que c'est de la fantasy. Je pense que si, c'est de la fantasy, de fantastique peut-être plutôt, avec des personnages hybrides. Je sais pas vraiment ce qu'on peut en dire. En tout cas, c'est l'histoire d'un savant fou qui ouvre une brèche avec un monde un peu infernal et ils doivent trouver un moyen de la fermer. Sauf qu'on sait jamais vraiment à quel point le savant fou il a vraiment ouvert la brèche ou si c'est un peu un rêve. Enfin, vous voyez, c'est pour ça que je dis je sais pas trop si c'est vraiment de la fantaisie. En tout cas, c'est un très très bon coup de cœur. Continue dans la partie graphique. Là aussi, je triche un peu parce que je l'ai pas encore lu. Mais je connais l'autrice, j'ai lu d'autres de ses bouquins que je vais commenter ici, donc j'ai aucun doute. Et je connais aussi l'illustrateur, parce que c'est l'un des illustrateurs que mon conjoint suit avec les artbooks, tout ça. Là on est sur de la fantaisie horrifique, dystopie plutôt que fantaisie, dystopie horrifique. Sont deux jeunes enfants qui s'endorment et qui se réveillent. L'humanité a disparu et il y a des créatures un peu cauchemardesques. Ça me fait vraiment penser à Autre Monde dans l'idée. Et je ne l'ai pas encore lu, mais voilà à quoi ça ressemble. Ça s'appelle Nightmare, c'est écrit par Johanna Zahir et illustré par Thibaut Collomb de Franciosi. Ça ressemble à ça à l'intérieur, vous voyez. Donc c'est vraiment un roman graphique, quoi. Il est écrit par Johanna Zahir et il y a des illustrations. C'est pas une BD si vous voulez. Il y a 2-3 passages avec des BD, mais voilà. Et voilà l'illustration de Thibaut, qui est vraiment très très belle. L'objet livre est magnifique, c'est hyper beau, c'est un relié. Ça fait aussi très longtemps qu'il est dans ma pile à lire alors qu'en fait j'ai très envie de le lire et je ne sais pas pourquoi ça fait si longtemps qu'il attend. Et je le conseille même si je ne l'ai pas lu parce que pour ceux qui aiment la dystopie, pour ceux qui aiment l'horreur, il n'y a absolument aucune raison que ça vous plaise pas. Parce que encore une fois je vous dis, j'ai lu La Plume de cet auteur dans une duologie de dystopie dont je vais parler juste après et c'est vraiment très bien. Elle écrit très très bien et là en plus pour la qualité des dessins et la qualité de l'objet livre je peux que vous le conseiller. Voilà, donc Johanna Zahir et Thibaut Collomb de Franciosi. Donc du coup je vais vous présenter le livre de dystopie et là on passe exclusivement dans les romans. J'ai une bonne partie de romans qui sont des dérivés de fantasy et après il y a donc ça qui est de la dystopie pure et dure. On est vraiment sur... On est en 2035, il y a eu un crash technologique et les hautes sphères se sont retrouvées à Paris et tout ce qui est autour c'est un petit peu apocalyptique si vous voulez. Alors la seule bémol que je donnerais à la saga c'est que 2035 pour moi c'est proche et du coup je n'arrive pas à m'imaginer un monde dans lequel en 2035 il se passe ça. Genre je veux bien l'imaginer en 2060 mais en 2035 pour moi c'est un petit peu trop tôt. Sauf que si on arrête ce détail et on se dit juste bah là en 2010 l'humanité a pris un autre chemin que celle qu'elle a vraiment pris, ça passe très très bien. C'est hyper bien écrit. Donc c'est Johanna Zahir du coup l'autrice de cette duologie. Donc là on a le tome 1. Si je me souviens bien, il y a des histoires de puces dans la peau et des gens qui refusent de mettre les puces ou un truc dans ce genre là. Et du coup qui sont une espèce de base rebelle.
Il y a un truc comme ça qui se passe. C'est à plusieurs points de vue. C'est pas vraiment du choral parce que c'est pas écrit à la première personne de mémoire. Et la suite, je vais pas trop en parler parce que bah du coup c'est la suite directe de ça. Donc c'est pas une bonne idée. Mais encore une fois, vous voyez, regardez le travail d'édition, le livre est magnifique. C'est tout floppy. C'est incroyablement agréable à lire. Vraiment. Et j'ai adoré cette duologie alors que je suis pas très SF, très dystopie, enfin pas très. Ça fait plusieurs fois que je le dis alors que en fait j'en lis un peu. C'est juste un genre dans lequel je vais naturellement un petit peu moins. Mais alors, trop bien. Et Johanna Zahir, elle a écrit beaucoup de choses d'horreur aussi. Et elle est très très douée dans la plume horrifique. La plume un peu glauque, vous voyez un peu ce que je veux dire. Et donc ça c'est vraiment... Vraiment pour moi un bon gros coup de cœur. Alors ça fait un moment que je les ai lus, ils sont plus trop dans ma tête. Je crois que j'ai dû lire le deuxième tome en 2022 ou quelque chose comme ça. Donc c'est plus trop récent dans ma tête, mais franchement si vous aimez la dystopie, foncez, c'est hyper bien. Vous avez même pas dit son nom. World War Web et World War Web S2.0. Saison 2 quoi. Maintenant on va passer dans l'autre barrière, on va passer côté en fantasy. Et alors j'ai décliné parce que j'ai plusieurs types de fantasy. J'ai de la high fantasy d'abord, avec Amélie Hanser, La Terre des Héros. Alors le principe c'est, on a une jeune fille qui trouve un artefact magique, pouf, isekai, elle est envoyée dans un monde magique. Sauf qu'elle se rend compte que le monde entier attend d'elle, qu'elle délivre les gens de... la machiavélique poigne de fer du tyran. On est sur l'idée cliché un peu de base, sauf qu'en fait, il y a plein de super bonnes idées à l'intérieur de ce roman. Ça va, alors j'allais dire dans tous les sens, mais ça a une connotation péjorative, mais c'est pas du tout péjoratif. Il y a tellement d'idées, ça fourmille, le royaume est hyper complexe, l'univers est hyper complet. C'est une espèce d'entre-deux mondes où se rejoignent les héros de tous les temps anciens de la Terre. C'est pour ça que ça s'appelle la Terre des Héros en fait. En fait ce sont des gens genre Hercule ou des gens comme ça, vous voyez, et qui se retrouvent du coup sur cette terre là. Et Aleia, qui est donc la jeune fille qui a été appelée comme étant une élue, se retrouve là-bas sans rien comprendre et puis on va suivre son périple, ses aventures, sa découverte de ses pouvoirs peut-être, enfin ce genre de choses. C'est vraiment très bien, c'est une trilogie ou quadrilogie? C'est une trilogie je crois. J'ai lu que le 1, je veux vraiment lire la suite, mais j'aimerais bien la recroiser en convention pour lui acheter la suite en fait directement. Oh, j'avais laissé des marque-pages dedans qui n'ont rien à voir. Ce sont des marque-pages d'une illustratrice. Ah bah écoutez, voilà. Ah si, Amélie Hanser, ça c'est le sien. Bon bah voilà, je trouvais un autre marque-page d'illustratrice. Là maintenant on va passer plutôt dans la dark fantasy. Et dans la dark fantasy, j'ai deux sagas à vous conseiller. La première c'est celle des Royaumes démoniaques de Christophe Évrard, qui est vraiment, mais vraiment bien. J'ai adoré cette lecture, c'est pas un coup de cœur, mais j'étais à fond dedans. C'est beaucoup plus long à lire, parce que je sais pas si ça se voit, mais c'est assez dense et c'est surtout une plume assez fine et pas forcément évidente, c'est une plume un peu marquée si vous voulez. Enfin moi c'est la sensation que ça m'a donné. Il y a de temps en temps, alors Christophe Évrard aussi il est illustrateur et de temps en temps il y a des illustrations de son travail, vous voyez. Donc c'est l'histoire de quoi? C'est l'histoire de Siwen, qui est un espèce de mercenaire qui veut absolument récupérer la roche des âges pour éviter que le royaume ne s'effondre, parce que là il y a la réalité dans laquelle sont les gens est en train de s'effriter. Et on comprend au fur et à mesure du récit que Siwen il a peut-être une affiliation un peu démoniaque, voilà. Et du coup c'est vraiment très gris quoi, on n'est pas sur le bien contre le mal du tout, on est vraiment sur de la dark fantasy classique, avec un héros avec une moralité un peu douteuse parfois, des alliés qu'il va trouver qui sont aussi douteux que lui. Je parlais beaucoup de la femme dans la fiction parce que c'était un sujet important pour moi. Le personnage masculin est un peu une caricature du beau mercenaire, mais par contre les personnages féminins qu'il croise sont hautes en couleurs. Il y en a dans... Je vais pas spoil parce qu'il y a un personnage féminin moi qui m'a marqué énormément parce qu'il est pas humain. Pour si vous aimez la dark fantasy, vraiment dark, vraiment high en plus, hein, parce que là on est sur
un monde très poussé. Si vous aimez pas la description par exemple et que vous vous êtes fait chier dans l'Assassin Royal par exemple, ne lisez pas ça, ça va pas vous plaire. Mais par contre, si vous aimez vous plonger dans un univers vraiment glauque, vraiment sombre, avec beaucoup de précision, ça va vous plaire. Ça c'est vraiment bien, c'est une quadrilogie, là par contre je suis sûre de moi, c'est une quadrilogie, j'ai toujours pas lu la suite. Pareil, j'aimerais retrouver Christophe Evrard en convention pour lui acheter la suite sur un stand, ce serait vraiment mon must pour moi. Sinon au pire je vais passer par la librairie qui s'appelle Les Jeunes Pousses, c'est une librairie en ligne qui est une librairie qui ne fait que vendre de l'auto-édition parce que bah, on la promeut pas assez, voilà. Donc Les Royaumes démoniaques de Christopher Evrard. Deuxième saga Dark Fantasy, et là on tombe un peu dans l'horrifique et un peu dans le glauque aussi. C'est Le Clan du Corbeau Blanc de Elfidil. Alors j'avoue au départ, c'est très personnel, je suis pas hyper fan de la couverture et du choix de la police, mais c'est absolument une interprétation personnelle parce que l'intérieur de ce livre, qu'est-ce que j'ai adoré. Alors c'est une belle paperback, hein, c'est une brique, il y a 600 pages, un truc comme ça, 700 pages. Mais c'est trop bien. On parle de quoi? En fait, on est dans, si vous voulez, des tribus un peu chamaniques. Alors, et moi qui adore les tripes un peu de sorcières, de chamanes, de druidesses, de machins, de trucs comme ça, j'ai adoré. L'histoire c'est quoi? C'est que Nokomis, qui est donc l'une des membres du clan du Corbeau Blanc, va se trouver possédée par un démon et va devoir chercher une façon de détruire cette entité démoniaque avant qu'elle la ronge de l'intérieur. Elle va partir de son village pour éviter qu'ils meurent tous à cause d'elle. Et après, il se passe plein de trucs, mais genre plein de péripéties qui sont un peu glauques, un peu... Vous voyez, c'est vraiment très... Quand on lit, il faut avoir le cœur bien accroché. Hein. Et c'est d'ailleurs ce que dit l'auteurice quand elle le donne le vent. Franchement, il faut avoir le cœur bien accroché. Mais... qu'est-ce que j'ai adoré. Alors, les critiques Babelio disent que parfois il y a un peu des longueurs. C'est un peu la sensation que j'ai eue aussi, mais moi personnellement ça m'a pas dérangé du tout. Je me suis laissée transporter par l'histoire. Et Notoris aussi m'a fait une jolie dédicace dessinée, voilà. Donc voilà, j'ai beaucoup aimé cette lecture. J'ai pas encore lu le tome 2, mais je l'ai, il est là. Je crois que pour l'instant il n'y a que 2 tomes qui sont sortis, mais l'ambition de Elfidil c'est de faire un univers très complet et très complexe avec des morceaux très druides, chamaniques, dark fantasy, des morceaux un peu plus cyberpunk, etc. En fait reprendre des régions du monde et toc en faire plusieurs mini-sagas qui sont dans le même monde. Voilà, il me semble que c'était ça qu'elle m'avait dit quand j'étais sur son stand. Il me semble qu'il y a un livre de contes qu'elle a sorti à ce propos-là, mais je suis pas très sûre de moi non plus. Mais voilà, en tout cas, si vous aimez la dark fantasy bien glauque, avec des scènes bien difficiles et un peu horrifiques, Le Clan du Corbeau Blanc, c'est vraiment un très bon périple. J'ai vraiment beaucoup aimé. Une dernière recommandation côté fantasy, là on tombe dans la fantasy horrifique Bitlit. Je suis en train de le lire. Mais là, je pense qu'on est sur un coup de cœur. C'est trop bien. Alors, je pensais que c'était du médiéval fantastique. Pas du tout, en fait. Pas du tout. On est sur notre monde à nous, contemporain. Sauf que, un peu à la Harry Potter, urban fantasy, on découvre qu'il y a des alternatifs qui sont donc des humains différents, donc des vampires, des loups-garous, des fées, des mages, etc. Et qu'il y a entre l'humanité et ces personnes alternatives, il y a le voile qui est en fait une espèce d'évanescence, de trucs qui empêchent les humains de se rendre compte que ils cohabitent avec des créatures surnaturelles en fait. On suit l'histoire de Autumn qui, après avoir fait un burn-out dans son travail, rentre chez son frère et se fait mordre dans le métro par un inconnu. Et ça déclenche en elle tout un tas de pouvoirs, elle se transforme en louve, etc. Et après, il va falloir qu'elle apprenne à calmer la bête qui est en elle. C'est trop bien. On n'entre pas complètement dans la bitlit, c'est pour ça que je suis pas complètement d'accord si on dit qu'on est vraiment dans la bitlit. L'enjeu, c'est pas la romance. La romance est vraiment en sous-texte. Elle est là et elle fait du bien et on est là, yes, quand
quand le book boyfriend, forcément, ça y est, ils s'avouent leurs sentiments, évidemment. Mais le vrai enjeu du livre, c'est la quête initiatique de Houghton, d'apprendre à canaliser ses pouvoirs de louve et d'apprendre à vivre et qu'est-ce qui se passe dans ce monde-là, quelles sont les règles en fait des alternatifs pour qu'ils se foutent pas sur la gueule tout le temps, etc. etc. C'est vraiment trop bien. Donc le tome 1, c'est sa quête personnelle d'identité. Et là, voici le tome 2 que je viens de commencer. Et là, elle retrouve un peu la civilisation, parce que dans le tome 1, elle s'écarte de la civilisation dans la forêt des Carpates pour apprendre à utiliser sa louve, etc. etc. Et dans le tome 2, elle revient à la civilisation pour prévenir les proches qu'elle a et pour expliquer pourquoi elle a disparu, etc. J'en suis au début du tome 2, j'en suis à la page 75 sur presque 400 pages. Mais je suis à fond dedans, j'adore, c'est trop bien. Et l'autrice du coup s'appelle Laura Motin-Grave, Motin-Grave. C'est génial, voilà. C'est du relié, c'est trop bien écrit, trop bien. La plume est parfaite, c'est très rare en auto-édition d'avoir des plumes aussi quali que ça. Et là, franchement, la plume de l'autrice, mais c'est un truc de malade. Elle a d'excellentes notes sur Babelio et il y a de quoi, parce que vraiment, c'est hyper bien écrit et hyper intéressant, hyper engageant. On tombe dedans tout de suite. Enfin, moi, ça m'a happé. Dès les premières pages, j'ai fait « Ok, c'est bon, je suis dedans, j'aime ». Et tous les personnages, pareil, tous les personnages sont très nuancés. Ils font des trucs dégueux et en même temps... en fait on a envie de les cajoler et pourtant ils font des trucs horribles mais on a envie de leur dire mais bébé ça va aller, t'inquiète pas, je vais te faire un gros câlin et tout va mieux se passer, vous voyez. Trop bien, voilà, gros coup de cœur. Laura Motin-Grave, Les Hurlements d'Automne, tome 1, tome 2, et elle a aussi fait un livre de contes sur son univers du coup, que je vais m'empresser d'acheter parce que je peux pas faire autrement, vous voyez. Et je vous conseille vraiment l'édition reliée, ça ajoute un truc phénoménal quoi. Et enfin, dernière recommandation qui n'a rien à voir avec l'univers de la dystopie du fantastique, je vais vous présenter, et vous l'avez déjà vu passer normalement sur ma chaîne, La putain de Manhattan de Marine Duchemin, qui est un coup de cœur romance, et dont j'ai déjà parlé quand j'ai fait mon top 10 des livres que j'ai lus en 2023. J'ai adoré l'histoire de cette prostituée qui tombe amoureuse de son client petit à petit, et de ce client qui tombe amoureux de sa prostituée petit à petit. C'était trop bien. C'était trop bien. Si vous êtes des amateurs de romance contemporaine, lisez ça. Lisez ça. Achetez-le et lisez-le. Vraiment, c'est trop bien. Et en plus, regardez-moi, au milieu du livre, il y a ces deux magnifiques illustrations en line art. Je suis super fan. J'ai pas grand chose de plus à dire dessus parce qu'il y a tout est dit et j'en ai déjà parlé, mais vraiment si vous aimez la romance, lisez La putain de Manhattan, c'est une trop belle lecture. Voilà, je suis allée plus vite que ce que je pensais, donc je suis assez fière de moi. Voici la pile de recommandations, hein. Donc on a un peu, alors j'allais dire un peu de tout, on a quand même beaucoup de fantaisie. Je refais un petit tour d'horizon pour ceux qui n'ont pas retenu les noms, n'hésitez pas, de toute façon je vais tout mettre en description. Donc on a Daphné Zemouri et Ronan de Roubaix pour l'histoire des dolls, la doll de la lune et la doll du pommier. On a Meili pour The Flower of Dew, donc la fleur de rosée. On a Kaslovech et Ellipse pour l'Eutherium prologue et le tome 1 qui vient de sortir en campagne Ulule. On a ensuite Nightmare de Thibaut Collomb de Franciosi et Johanna Zahir qui est plutôt de l'horreur. J'ai oublié un jeunesse, on a Castille de Nicolas Buisson, voilà, qui m'a l'air d'être très doux. On a Johanna Zahir dans sa dystopie World War Web. On a ensuite La Terre des héros de Amélie Hanser, Les royaumes démoniaques de Christopher Evrard, Le clan du corbeau blanc de Elfidil, Les hurlements d'automne de Laura Motin-Grave et La putain de Manhattan de Marine Duchemin. Il y a un dernier livre dont je voudrais vous parler, que je n'ai pas en physique parce que j'attends la box de son autrice, qui est Le collier
de Charlène Lecor. Je ne l'ai pas lu. Mais Charlène Lecor, première chose, c'est une très bonne amie à moi. Et donc, s'il vous plaît, soutenez mes copains. Donc ça, c'est vraiment la partie subjective qui parle. Et la partie objective dit que tous les commentaires qu'elle a eu, tous les retours qu'elle a eu sont, mais je dirais pas jusqu'à dire dithyrambiques, quoique si, parce qu'on a apparemment, c'est une vraie expérience de lecture. Même elle sait pas me résumer son roman. Je lui dis mais de quoi ça parle? Elle me dit je saurais pas t'expliquer. Donc ça veut dire que c'est vraiment un ovni littéraire. Si vous êtes en recherche de trucs qui vous font sortir de vos zones de confort, Le Collier de Charlène Lecor, c'est vraiment un livre qui est hyper plébiscité par les gens qui l'ont lu. Et il est sorti très récemment, il y a à peine 2 mois. Elle est en train de travailler sur une box pour pouvoir le vendre avec des recueils de nouvelles et des petits goodies. Moi, c'est pour ça que je ne l'ai pas encore lu, j'attends sa box. Mais foncez, si vous aimez les choses qui sortent un petit peu de l'ordinaire, foncez sur Le Collier. J'ai absolument aucun doute sur sa plume parce que j'ai déjà lu des choses qu'elle fait et elle écrit magnifiquement bien. Donc voilà, n'hésitez pas. Et sur ces belles paroles, je vais vous souhaiter comme d'habitude d'être très heureux, de faire les rencontres que vous aimez, qu'elles soient livresques ou non, et je vous fais des bisous. Ciao!